Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, nous faisons le point sur l'actualité économique en général, l'actualité financière. Nous choisissons un thème aujourd'hui très particulier, qui est la monnaie électronique, autour du phénomène appelé Bitcoin, on va en parler tout à l'heure. Et puis nous essayons de tirer des conclusions et de donner des conseils précis. Alors j'ai à mes côtés Patrice Lesgourg. Bonjour Patrice. Bonjour Hubert. Alors, Patrice, vous êtes docteur en sciences économiques. Mais vous vous intéressez quand même à la finance. Ah oui, absolument, oui. Et pas seulement à l'économie. Alors je suis docteur effectivement en sciences économiques avec une spécialisation en finance internationale, puisque j'ai travaillé sur la monnaie chinoise. Je suis chargé d'enseignement à l'Université catholique de Lille, à Cage Business School, ainsi qu'à l'Université Michel de Montaigne. Mais je participe également à un comité d'investissement dans la gestion d'un fonds. Très bien, nous allons commencer avec les impressions macro. Alors juste pour commencer, une très belle semaine sur les marchés financiers, avec des marchés européens qui montent de 2,5% environ, des marchés américains qui font à peu près la même chose, une envolée des valeurs japonaises, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en fait, on souffle, et sur le CAC 40, malgré le fait que deux des grosses valeurs, de pondération du CAC 40, Total et Sanofi, qui font 25% de l'indice, patinent pour l'un et même faiblit très largement pour l'autre. On a repassé le fameux cap des 4200 qui était à la fois ce qu'on appelait la résistance, là où le marché s'arrêtait de baisser précédemment et qui était donc le support et qui est devenu la résistance. Alors, impression macro, PIB du troisième trimestre américain, réunion de la Fed, de la Réserve fédérale. Est-ce que la Réserve fédérale gère une inflexion de la croissance ou finalement se laisse porter ? Écoutez, au vu des chiffres qui nous ont été communiqués hier, à savoir une croissance économique au troisième trimestre en rythme annualisé de 3,5%. Et qui est le rythme moyen des 4 derniers trimestres en plus. Voilà, donc absolument. Ça se stabilise en réalité. En fait, ça se stabilise. Je ne crois pas que l'on puisse parler à ce stade-là véritablement d'une inflexion de la croissance économique, d'autant plus que, pour rappel, le chiffre de la croissance au deuxième trimestre était de 4,6. Oui, c'est pour ça qu'on attendait une réaction plus forte. Exactement, mais elle-même étant une surréaction du premier chiffre au premier trimestre de moins 2,1% qui était lié à un hiver. Il y avait des phénomènes climatiques et puis un peu de déstockage. Exactement, donc je ne crois pas qu'on puisse vraiment parler à ce stade-là d'inflexion de la croissance économique, mais en tout cas, il est vrai que la Réserve fédérale américaine, elle est en train de changer, de transiter. Donc elle arrête une partie de ses rachats, le fameux quantitative easing. Tout à fait. Mais elle n'a pas encore annoncé ni qu'elle remontait ses taux, ni qu'elle allait reprendre et revendre des actifs qu'elle avait achetés. Absolument. Pour la remontée des taux d'intérêt, c'est un petit peu en filigrane. C'est l'étape suivante. Dans les éléments de langage, on comprend que le ton de la Fed étant un petit peu plus forte que ce qui était anticipé, on peut penser qu'elle va remonter ses taux d'intérêt au printemps 2015. Et comment elle peut faire ça en évitant des gros dégâts sur les marchés des taux d'intérêt, des taux longs ? C'est bien là toute la difficulté pour elle, à savoir gérer cette transition d'une politique monétaire non conventionnelle, qui est le quantitative easing, vers une politique monétaire conventionnelle où le canal de la politique monétaire se fait essentiellement par le taux d'intérêt. Parce qu'on sait très bien que les marchés financiers, que ce soit les actions et surtout les obligations, sont très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Et tout là, le danger de la Réserve fédérale américaine. Donc les marchés, pour vous, vont devoir se passer du dopant relativement court terme, c'est-à-dire premier trimestre ou premier semestre. Il y a des gens sur les marchés qui pensent plutôt le deuxième semestre. Oui, absolument. En tout cas, c'est clair, à partir de maintenant, la Réserve fédérale américaine n'achète plus d'actifs Voilà. Et la prochaine étape, c'est la hausse des taux. Absolument. Alors, deuxième point, l'Europe. Donc, on a eu le fameux stress test, l'évaluation des actifs des banques. Il y a eu 25 banques un peu averties sur 130, mais pour des montants finalement extrêmement faibles. 0,08% du PIB est en cause de recapitalisation, donc ça s'est bien passé. Voilà, les chiffres sont plutôt bons à première lecture. Cependant, on peut être un petit peu plus dubitatif sur le scénario noir que la Banque centrale en fait a réalisé, parce que ce sont des hypothèses qui sont effectivement assez mauvaises, mais il y a un effet de dynamisme qui peut être entraîné en cas de déflation. Et ça, ça n'a pas vraiment été pris en compte. On trouve qu'effectivement, ils ont étudié des scénarios noirs sur les marchés des taux, sur le marché de l'équité, et pas sur la déflation. Absolument, alors que c'est un véritable risque. On a un taux d'inflation dans la zone euro qui est de 0,3%. En plus, c'est calculé sur un indice qui est l'IPCH et qui a tendance à surévaluer légèrement l'inflation. Donc, on est vraisemblablement proche de zéro. Et des pays de la zone euro sont
déjà eux en déflation, Oui, comme l'Espagne comme notamment. l'Espagne. Donc on est confronté de facto à ce problème de déflation parce que c'est essentiellement un problème Et d'anticipation. donc, les stress tests des banques, le gendarme s'est arrangé pour qu'on Oui, passe devant le radar sans être arrêté. Absolument, je crois que c'est une hypothèse qui n'a pas été travaillée, et je crois que c'est dommage parce que c'est un risque qui existe, qui est véritable, et si jamais on tombe dans cette situation de déflation, on risque d'y rester longtemps, un peu comme dans le cas du Japon. Alors, on a quand même eu un petit espoir, en fait, l'inflation a arrêté de baisser, ou elle s'est vaguement stabilisée, à un niveau très bas, mais elle s'est vaguement stabilisée. Mais bon, c'est conjoncturel pour vous. On est sur un trend où on n'a pas réglé ce problème-là. La tendance à long terme est quand même la désinflation. On a eu une mauvaise nouvelle, une mauvaise affirmation sur l'économie allemande, où les chambres de commerce ont révisé à 0,8% la croissance 2015 en disant, je lis, aucune lueur d'espoir pour l'industrie allemande. Oui, alors, effectivement, ils défendent leur mandant, bien entendu. C'est pessimiste, effectivement, mais oui, c'est représentatif, je dirais, du contexte macroéconomique européen qui est quand même plutôt mauvais. Alors, on va sans y revenir, mais du coup, la Banque Centrale Européenne va faire à peu près l'inverse de ce que fait, de ce que fait la Réserve fédérale. Elle va tout faire pour éviter ça. Exactement, en menant un plan de quantitative easing. Voilà. C'est là où il y a un vrai décalage conjoncturel entre la zone dollar, avec ce que la Réserve fédérale américaine met en place, la fin du quantitative easing, et la zone euro, où on voit une banque centrale donc qui va... Des rachats de créances. Des achats de créances, etc. Un peu généralisés. Alors juste un mot, ce matin, le Japon nous a surpris avec l'annonce d'une amplification justement de son rachat d'obligations par la Banque centrale, et probablement d'obligations d'État, puisque... à l'inverse, le plus gros des fonds de retraite, celui qui gère la retraite des fonctionnaires, a annoncé qu'il allait passer son exposition action du quart à la moitié, grosso modo de 12,5 à 25 sur les actions japonaises, qui ont monté considérablement, qui ont pris plus de 5% ce matin, et de 12,5 à 25% pour les actions étrangères, donc pas mal européennes et américaines compte tenu des poids des PIB. Donc on voit bien, d'un côté, on essaye vraiment de faire de l'inflation, et on n'y arrive pas vraiment au Japon, oui. et en Europe, et de l'autre côté, on commence déjà à sentir, ça va peut-être faire un vrai décalage entre des zones monétaires. On va y revenir, et nous passons aux réalités micro. Alors, réalité micro, cette semaine, une des vedettes de la Bourse de Paris, le laboratoire Sanofi a vraiment dévissé. Il a perdu jusqu'à 12-13%. Il se reprend un peu vendredi matin. C'est un peu un cas d'école. Sanofi est une pharmaceutique française et a toujours eu un délit de sale gueule, je dirais, avec les autorités américaines, quand même, qui ne sont pas extrêmement heureuses d'avoir un acteur aussi important qui soit français. Bon, c'est comme ça. Et est attaqué sur son produit vedette, le Lantus, le produit antidiabétique à effet retard. Donc justement, il va y avoir un effet retard dans la croissance, puisque un concurrent qui s'appelle Novo Nordisk a annoncé une baisse des prix, tout ça étant plus ou moins coordonné avec le fameux Obamacare, la baisse des coûts de traitement aux États-Unis. Donc on est, encore une fois, sur de la croissance. Mais évidemment, la crise a été assez violente puisque, à cette occasion-là, le patron a été viré. Le patron qui était nommé depuis 2008 a été viré par le conseil d'administration. On a même dit qu'un chasseur de tête avait été nommé, ce qui est quand même preuve que ça ne va pas bien, parce que ça veut dire qu'on n'a pas en interne la solution. Donc, est-ce que c'est un changement de signe pour l'économie pharmaceutique? A priori, non. Mais néanmoins, c'est quand même la retombée du fameux, effectivement, réduction des frais de dépenses des Américains. Alors, réalité micro aussi, on va parler de quelque chose que vous avez étudié, et vous n'êtes pas forcément le seul, mais vous n'êtes pas forcément très nombreux parmi les économistes, sont les monnaies virtuelles ou les monnaies numériques, on va dire, dont l'exemple le plus connu, ça s'appelle le Bitcoin. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le Bitcoin, comme vous l'avez dit, c'est une monnaie virtuelle, mais c'est surtout une crypto-monnaie. Je crois qu'il faut faire un point sur la sémantique. Quand on parle de Bitcoin, on parle de deux concepts. Il y a le Bitcoin avec un B majuscule, et là ça fait référence à la technologie, qui est une technologie de cryptage. Et il y a le Bitcoin avec un B minuscule, qui est la monnaie et qui repose sur cette technologie de cryptage. Un cryptage de niveau militaire. Allons vite. Comment est-ce que je peux avoir des bitcoins et qu'est-ce que je peux en faire? Alors, comment avoir du Bitcoin? Il faut passer par des plateformes d'échange, et c'est là où est un petit peu le danger, parce qu'aujourd'hui, ces plateformes d'échange ne sont pas régulées, et il est dangereux, je crois, aujourd'hui, d'investir de l'argent sur ces plateformes-là, tant que ce n'est pas régulé. D'accord. Alors, une fois que j'ai des Bitcoins sur mon compte, puisque c'est bien un compte, j'imagine, oui, tout à fait. Comment est-ce que ça se passe?
Eh bien, écoutez, à ce moment-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez échanger votre Bitcoin contre d'autres valeurs, contre d'autres monnaies, l'euro, je peux payer, oui. Et vous pouvez effectivement, bien entendu, payer sur des sites internet qui acceptent le Bitcoin. Donc ça, c'est le concept du pair à pair, comme on dit. Peer-to-peer, etc. Exactement, ouais. Donc, en fait, j'échappe, je ne suis régulé par personne. Cette monnaie n'est pas régulée par qui que ce soit parce que ce n'est pas une monnaie qui est émise par une banque centrale ou par un régulateur. Alors ça va durer, ça peut durer? Ah ben oui, parce que dans la mesure où c'est Ou être copié d'ailleurs, puisque le Bitcoin avec un grand B, donc la technologie, elle est réplicable et on peut imaginer que d'autres émettent des monnaies que le Bitcoin lui-même. Mais il existe une centaine de crypto-monnaies, donc c'est quelque chose qui est très florissant et qui se développe énormément. Et les banques centrales voient ça comment? Ça dépend lesquelles. Bon, la Réserve fédérale américaine a été un peu séduite, on peut le dire, par le concept, d'autres beaucoup moins et d'autres s'interrogent. Voilà. En France, on s'interroge. En France, on s'interroge, on est un petit peu plus négatif, enfin ce qui est tout à fait normal face à un instrument financier finalement qui n'est... Le franc, germinal, etc. Comment renoncer? On a déjà renoncé ça avec l'euro, ça fait beaucoup de penser que n'importe qui peut mettre de la monnaie. Absolument, mais d'autres banques centrales sont quand même beaucoup plus optimistes et je pense à la banque centrale luxembourgeoise, enfin au régulateur, donc luxembourgeois qui peut considérer cette monnaie comme étant une monnaie fiduciaire. Ça c'est extrêmement intéressant. Et donc l'avenir c'est quoi? C'est quelque chose qui va aider la croissance, c'est quelque chose qu'on peut suivre? Je ne dirais pas que ça peut aider la croissance économique, mais ça peut effectivement être une alternative d'investissement si cette pseudo-monnaie, parce qu'aujourd'hui ça reste une pseudo-monnaie, il faut être clair sur, sur ce qu'est le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est plus un élément de spéculation, puisque les gens qui détiennent du Bitcoin, ce n'est pas nécessairement pour faire des transactions, c'est essentiellement pour spéculer sur ces plateformes d'échange, ou alors éventuellement faire... Mais à terme, ça peut devenir une monnaie fiduciaire, comme vous disiez, une monnaie avec laquelle on paye des investissements, on paye des biens et des services. Je pense qu'à terme, le Bitcoin pourrait devenir une vraie monnaie. Aujourd'hui, ce n'est pas une vraie monnaie parce qu'elle ne remplit pas les 3 fonctions de la monnaie que je vais rappeler. Pour qu'une marchandise ou un instrument devienne une monnaie, elle doit répondre à 3 fonctions. Première fonction, c'est moyen de paiement. Deuxième fonction, c'est l'unité de compte. Troisième fonction, c'est la réserve de valeur. Bon. Aux 2 premières fonctions, on peut dire que ça peut aller. Effectivement, c'est un moyen d'échange et on peut calculer, on peut évaluer la valeur des biens en unités de Bitcoin. C'est déjà fait sur des sites internet. Bon. Par contre, à la question de la réserve de valeur, non, absolument pas, parce que le Bitcoin est beaucoup trop volatile. On a vu, il y a à peu près 2 mois de ça, 2 flash crash, où le Bitcoin avait perdu plus de 10%, voire même 20% en quelques minutes seulement, avant de remonter. Oui, on a quand même sur la monnaie indienne ou brésilienne, on a passé en 5 minutes. Exactement, la volatilité est énorme, et ça ne peut en aucun cas constituer un investissement. Et est-ce que ça va remplacer des monnaies justement dans des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir des monnaies finalement? Non, je crois que le dollar américain va toujours rester cette monnaie le dollar américain, l'euro, le yen et probablement la monnaie chinoise pour le moment, non. Et pas le franc suisse non plus, dire. Non, surtout pas, avec les réserves d'or qu'ils ont, je crois pas. Mais effectivement, le Bitcoin évolue technologiquement. Il évolue, aujourd'hui il se transforme, il existe de nouvelles technologies comme Colored Coins ou Master Coins qui permet de backer, c'est-à-dire d'attacher un sous-jacent à cette monnaie. Et ça change énormément de choses, parce que cette monnaie qui est cryptée, virtuelle, c'est un code informatique. Est-ce qu'on peut imaginer des géants, que General Electric émettent une monnaie virtuelle? Parce que là, évidemment, ça serait backé, comme vous dites. Oui, non, mais on peut éventuellement le percevoir comme ça. Je pense qu'il y a une réflexion. L'avenir, c'est que peut-être qu'il va y avoir en fait d'autres choses que des États souverains ayant une armée, un parlement, etc., qui vont émettre de la monnaie, pour finir. Oui, parce que cette création monétaire peut se faire, tout le monde peut créer ce type de monnaie. Donc vous pensez que ça va se développer? Ça se développe. Après, on verra. Parce que la technologie est vraiment très intéressante. On peut backer un actif sous-jacent à cette monnaie, et ça change énormément de choses. Elle peut devenir une vraie monnaie, parce que s'il y a un actif sous-jacent entre la monnaie et son sous-jacent, il va y avoir des opérations d'arbitrage. Pour répondre à la question qu'on posait, valeur d'avenir ou piège à gogo? Alors, pour le moment, je crois que c'est un piège à gogo, parce que si vous envoyez votre argent en euros ou en dollars sur des plateformes d'échange, il y a quand même une forte chance que vous ne les retrouviez pas. Bon. Oui, je ne veux pas généraliser, mais il y a quand même une très grande méfiance à avoir. Plus, oui. Par contre, le concept est extrêmement intéressant, et la technologie qui se développe... Donc, des chercheurs comme vous, des parlements, des régulateurs y réfléchissent? Ah ben bien sûr. Par exemple, le Sénat, il y a quelques mois de ça,
tenu une réflexion sur le Bitcoin et le rapport est d'un très bon niveau parce qu'ils ont su identifier, bien entendu, les limites du Bitcoin, mais également les opportunités avec cette monnaie. Alors, pour finir avec les réalités micro, juste cette semaine des publications qui ont également soutenu la tendance, les publications positives de Schneider, de Renault, d'Alcatel. Donc, on est dans le cycle, et dans le cycle, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a des négatifs qu'on a vu, par exemple, la semaine dernière avec Michelin. Donc, on n'achète pas tout ce qui est cyclique. Et finalement, quand on fait le bilan des Américaines, le troisième trimestre a été très beau. Alors, donc, l'incertitude, maintenant, c'est notamment avec l'action de la Réserve fédérale. Est-ce qu'on est sur une asymptote ou est-ce que ça peut continuer? Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, nous allons passer stratégie et gestion, le troisième chapitre. Alors, stratégie et gestion, les éléments fondamentaux de vos choix de gestion aujourd'hui. C'est quelque chose de très simple, ça repose sur la diversification de portefeuille. Je crois que c'est élémentaire. Nous travaillons essentiellement sur la frontière d'efficience, c'est-à-dire sur le couple rendement-risque. Et aujourd'hui, compte tenu du contexte macroéconomique où il y a une aversion au risque assez importante, une forte volatilité, nous essayons de renforcer notre diversification en investissant sur des classes d'actifs qui sont peu corrélées au marché actions et obligations. Alors les scénarios, est-ce qu'on est dans une période où après finalement de 2008 à aujourd'hui, les marchés ils ont été dopés par les injections oui. de la Fed, puis un peu de la Banque d'Angleterre, puis de la Banque du Japon, puis maintenant de la BCE. Est-ce qu'il y a un changement de scénario là? En tout cas, je pense que oui. En tout cas, il y a une anticipation. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec la hausse des taux d'intérêt au printemps 2015 de la Réserve fédérale américaine. Oui, là, il y a un changement manifestement. Et en plus de cela, vient à ceci le fait que la croissance économique en Europe est molle et c'est assez inquiétant. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a une aversion au risque qui est en train de se développer. Et donc, ce changement, c'est ça, c'est l'aversion au risque. Mais vous venez de le dire, l'aversion au risque, dans ces cas-là, la fuite vers la qualité, on voit sur les obligations, mais ce n'est pas forcément les obligations d'État, notamment allemandes ou même français, ce n'est pas forcément la panacée. Ben non, parce qu'il y a une sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt. Précisément, s'il y a une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis qui va s'impacter sur la dette à 10 ans, et in fine sur les taux d'intérêt également dans la zone euro, en tout cas. Forcément, oui, forcément, on compare. À ce moment-là, il va y avoir une forte volatilité sur le marché obligataire. Je ne crois pas que le marché obligataire, parce qu'on parle de bulles, notamment là-dessus, je ne crois pas qu'il explose, parce qu'on n'a pas d'autres alternatives à investir dans les obligations. En tout cas, il va y avoir une forte volatilité. Aujourd'hui, il y a les actions et les obligations, parce qu'on ne va pas acheter de l'immobilier, puis de toute façon, ce n'est pas les mêmes masses. Oui, absolument. Il faut trouver des classes d'actifs qui présentent un investissement. Oui, les concepts que vous suivez en ce moment. Alors, aujourd'hui, compte tenu de ce contexte-là, oui, qui est très particulier. Vous n'êtes pas un type très optimiste par rapport à d'autres invités que nous avons. Écoutez, sur le plan macroéconomique, on n'a pas à être vraiment optimiste. Et bon, il y a eu une forte volatilité sur les actions. C'est la question de Jules. Comment vivez-vous la crise économique? Il n'y a pas de raison d'être optimiste. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison d'être optimiste. D'ailleurs, les marchés financiers ont été très volatiles sur ces dernières semaines. Donc, c'est que tout le monde est bien en alerte quelque part. Et il faut trouver des classes d'actifs qui soient un peu moins corrélées aux actions et aux obligations aujourd'hui. C'est vous décorréler. Donc ça c'est la première chose. Absolument. Et à ce titre-là, on pense que le marché des devises pourrait être une classe d'actifs très intéressante. Alors le marché des devises, c'est toujours l'une contre l'autre? Oui, c'est un prix relatif, c'est une monnaie contre une autre. Écoutez, je vous ai parlé de décalage entre la zone dollar et la zone euro. Je crois qu'aujourd'hui, il est intéressant de faire le pari sur l'appréciation du dollar. Le décalage conjoncturel est vraiment très important entre ces deux zones-là. Et il ne fait pas beaucoup de doute que le dollar va se renforcer. Donc l'allocation d'actifs, vous la voyez comment donc? Dans une diversification très importante, on a compris. Alors, déjà, je suis assez méfiant sur le marché obligataire. Sur le marché action, on n'a pas l'habitude d'investir, en tout cas pour ma part, sur le marché action, parce que c'est un marché qu'on ne maîtrise pas très bien. Je ne suis pas microéconomiste, je suis macroéconomiste. Les obligations, je m'en méfie compte tenu de l'anticipation des taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on réfléchit plus à des placements sur des revenus fixes, mais qui ne sont pas sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, comme par exemple des comptes à terme. Là, on est sûr d'avoir une rémunération, mais de ne pas avoir une perte de valeur ajoutée. Au début de la crise, on revient en 2008, c'est surtout ce qu'il fallait éviter, parce qu'on avait peur que les banques manquent.
Oui, absolument. Mais là, aujourd'hui, compte tenu de la sensibilité au taux d'intérêt, je pense qu'on doit être sur des actifs qui ne sont à pas terme, sensibles à je ça. ne parie pas sur l'évolution des taux, je dis juste ça va me rapporter tant à telle date. Voilà. C'est la sécurité. C'est la sécurité. C'est la sécurité. C'est ça, aujourd'hui, oui, je pense. Ça, et puis alors les devises, comme vous disiez. Voilà, comme moteur de performance, où là, comme effectivement, on peut aller chercher. Mais là, ça repose sur des paris qui sont. Et puis surtout, si j'achète du dollar contre l'euro, ou si j'achète du dollar, je n'achète pas d'obligations, si j'ai bien compris, donc je me mets carrément en marché monétaire, c'est-à-dire que ça ne me rapporte rien. Oui. Le but, alors, il c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a une stratégie sur le marché des devises de carry trade, donc de portage, où on achète une monnaie qui est fortement rémunérée et on vend une monnaie qui l'est peu pour faire le différentiel d'intérêt. Là, c'est pas le but. Je ne vais pas acheter du réal brésilien en vendant du dollar. Peut-être c'est ce qu'il faut faire, mais... Non, je ne crois pas. Il faut rester assez sécuritaire. Là, le dollar va s'apprécier. C'est vraiment bon, c'est assez patent, disons. Et il faut saisir l'évolution de la hausse du dollar et vendre l'euro pour acheter du dollar. C'est vendre l'euro. Hein. Oui. Le yen, vous avez une position? Le yen, on pourrait faire une stratégie de carry trade. Cette fois-ci, on vend le yen et on achète du dollar américain. Parce que là, il y a encore un écart de taux. Oui. Et en tout cas, le taux d'intérêt sur le dollar va s'apprécier. Alors, chapitre de conclusion, les conseils. Alors, si je disais un achat fort, ou une conviction forte de ce qu'il faut faire aujourd'hui. La conviction forte aujourd'hui, c'est plutôt de changer de stratégie de gestion et de passer sur des stratégies de gestion dites alternatives. Alors, alternative, vous le définissez comment ça? C'est une stratégie qui a pour objectif de générer une performance relativement régulière et le plus décorrélée possible des actions et des obligations. Donc, alors c'est pas dangereux ça parce que on a vu des gestions dites alternatives qui étaient excessivement exposées sur des marchés dits dérivés dans lesquels il y a des risques de contrepartie, des risques de liquidité. Exactement, et c'est bien là toute la difficulté de ces stratégies-là, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter le risque marché, mais on s'expose à d'autres risques, des risques de contrepartie et des risques de liquidité. Mais là, en investissant sur des comptes à terme et en investissant sur des devises, nous n'avons pas ces problèmes de liquidité. Donc vous faites confiance au stress test des banques quand même, puisque vous allez sur les comptes à terme. Oui, non, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais bon, d'ailleurs, il y a des banques plus ou moins bonnes. Oui. Moi, je pense notamment aux crédits municipaux qui ont une gestion du risque qui est extrêmement bonne, puisqu'elles prennent, pour prêter 1 euro, elles prennent en garantie, en nantissement, un bien réel. Oui, qui vaut un peu plus qu'1 euro. Donc exactement. Pour 1 euro prêté, elle prend en nantissement 2, et elle n'investit pas sur les marchés financiers. D'ailleurs, si c'est la plus ancienne banque du monde, celle de Sienne, c'est que ça marche depuis un moment. Exactement. Donc voilà, ça nous paraît un concept fort. Voilà, passer sur des comptes à terme et chercher de la performance sur les devises. Et un deuxième concept éventuellement ? Oui, on a parlé du Bitcoin tout à l'heure. Oui. Alors voilà, comment est-ce que je profite du Bitcoin? Ou est-ce qu'un jour je peux en profiter? Parce que c'est une révolution quand même. Hein. C'est la même chose que de pour moi, c'est une révolution. Du franc or, même du dollar or jusqu'en 1971 au dollar papier à partir de 71. Oui, voilà, c'est ça. C'est une révolution technologique qui est en train de progresser et qui va transformer cette monnaie virtuelle en monnaie marchandise backée sur un actif réel sous-jacent. Donc pour vous, dans 5 ans, si on se revoit, on aura peut-être l'un et l'autre un compte en monnaie virtuelle avec lequel on achètera des biens et services, etc. Peut-être payer avec une monnaie marchandise que vous aurez stockée sur votre téléphone portable et vous pourrez faire des paiements assez facilement. Alors comment j'en profite? Alors pour en profiter, le problème, ce n'est pas la technologie en tant que telle, elle est très sécurisée. Le problème, c'est l'accès à Il n'y a pas des gens qui font la technologie, c'est le fameux concept des vendeurs de pioches pour la ruée vers l'or. Oui, non. Là, en fait, l'idée, c'est que la technologie en tant que telle, elle est très sécurisée, parce que c'est un cryptage de niveau militaire à double clé, donc c'est quasiment inviolable. Oui, mais le problème, c'est l'accès à cette monnaie et le stockage. C'est là où c'est pas sécurisé. Et là, j'ai une conviction assez forte, puisque notamment au Luxembourg, on voit des sociétés qui sont en train de se constituer, qui sont en train de demander les licences pour être dépositaires de ces bitcoins. On va peut-être converger. C'est pas des banques de crédit, mais c'est des banques de dépôt. Je pense qu'on va vers ça. Et là, oui, absolument. Là, dès lors que vous avez des banques qui sont quand même sous la régulation, là, oui, je crois que ça devient Donc on est en veille sur l'annonce au Luxembourg et s'il y en a, on n'hésite pas à investir avec elle. Je pense, oui. Alors, à vendre, à éviter, à arbitrer, parce que vous êtes modérément optimiste d'une manière générale, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Je pense qu'il faut éviter le marché action, puisque je crois que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aura quand même un espèce de crack rampant
parce que le jeu de la réserve fédérale américaine entre le soutien à la croissance économique et la remontée des taux d'intérêt, ça va entraîner de la volatilité. Et c'est un jeu c'est un exercice qui est difficile. Mais la Fed fait toujours attention à la valeur des actifs, à l'immobilier et à la bourse. Je veux bien, mais ça va quand même Oui, entraîner de la volatilité. Et bon, dès lors que vous voulez avoir un placement qui se veut à minima un peu sécurisé, il ne faut pas aller sur 6 ans de hausse de la bourse, ça l'a fragilisé. Voilà. Oui, puis il y a quand même des bulles. Puis il y a énormément d'injections de liquidités sur les marchés financiers, sur les actions, sur les obligations, sur les matières premières. Et là, il y a une surréaction qui est en train d'être faite. Donc je ne suis pas optimiste. On l'a vu sur les matières premières avec la forte chute des prix du pétrole. Exactement. Qui ont mis en difficulté des fonds d'arbitrage, des hedge funds. Absolument. C'est la raison pour laquelle passer sur une gestion alternative, mais qui n'est justement pas exposée à ces risques de liquidité, de contrepartie dont on a. Donc j'évite les marchés actions et les obligations, ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus. Les obligations, oui, mais c'est un peu inévitable parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à l'obligataire. J'ai bien mentionné les comptes à terme qui permettent d'avoir un revenu, un rendement. Si je prends une obligation à courte échéance, c'est un peu comme un compte à terme. Mais il y a une volatilité. Il y a une volatilité qui dépend de l'évolution du taux d'intérêt. Avec les comptes à terme, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. Patrice, je vous remercie. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.